Ok, c'est cool. Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est Oscar Werner, assistant en cardiopédiatrie, enfin chef de clinique à Montpellier. Et donc, je remplace le docteur Mosseri sur ce PowerPoint. Donc, c'est vraiment toutes ces images sont à elle. Donc, elle m'a demandé de pas forcément de pas vous les diffuser. Donc, je vais vous présenter ces différents cas. Donc, on va aller vite parce qu'on n'a que 3/4 d'heure maintenant que j'ai mis un quart d'heure pour arriver. Donc l'idée, ce serait éventuellement que vous m'aidiez un petit peu à résoudre ces cas. Alors je ne sais pas comment est-ce que je peux avoir éventuellement du, des réponses par écrit ou autre. A priori, c'était pas très, c'était Oscar, pas trop le. tu peux ouvrir l'onglet Converser si tu veux avoir Ouais. des questions. Sinon, tu peux poser. Alors l'onglet converser. Je ne sais pas comment ça se passe sur le web. Sinon, si on a des questions, tu peux faire des. L'idée, c'est de. Allô? Ouais. Ok. Ouais. Tu On peux va faire on des va faire pauses ça. On va après faire les ça, questions comme à ça, la fin. ils peuvent activer leur micro et ils peuvent poser la question après chaque cas si tu préfères. Ok. Très bien. On va faire comme ça. Donc, ce premier cas clinique, c'est un petit de 1 mois et demi, dyspnée, difficulté alimentaire et prise pondérale de 12 grammes par jour avec une saturation à 98%. Donc, la première boucle en haut, ce qui est à voir, c'est un septum atracal multiperforé avec un shunt qui est gauche-droit à vélocité intermédiaire et c'est pas très aliasé. Donc, on voit qu'il y a probablement une quantité de sang relativement importante. Et la deuxième boucle, c'est une boucle qu'on dit la boucle du trident, en fait, avec l'artère pulmonaire droite, artère pulmonaire gauche et pulmonaire droite, pulmonaire gauche. Et ici, un troisième vaisseau qui se connecte sur l'artère pulmonaire gauche et qui est. Oscar, le son n'est pas du tout bon. Est-ce que tu peux Quoi. changer un peu d'endroit pour capter un peu mieux? Parce que là, les participants, ils n'entendent pas du tout. Là, est-ce que c'est mieux le son? Non, toujours pas. Est-ce que tu C'est mieux ou pas? tu peux aller dans le bureau de Pascal, sur la place, le bureau. Quoi? Tu peux aller sur le bureau de Pascal, je pense qu'on capte mieux là-bas. Je suis sur le bureau de la salle. D'accord. Ils entendent rien? Ben non, on n'entend pas vraiment. Ça crache. Oui, là, on entend. On entend mieux là? Parce que moi, je n'entends pas très bien. Moi, je vais essayer d'aller dans un autre bureau, mais après, je peux pas faire beaucoup mieux. Hein. Hop là, je vais voir si je me mets dans le bureau, si c'est mieux. Mais... Est-ce que le son est bien? Ça coupe toujours. Ah, bon. Ouais. Bah oui, après, je peux pas. Toujours pas? Pareil. Bah, je peux aller dehors, hein, mais il y a du vent. Savoir si derrière il y a pas de vent. C'est l'enfer. T'as essayé un partage de connexion? Ah non, mais moi, ça marche pas. J'ai une mauvaise batterie, donc mon téléphone. Il n'y a pas d'autres applications qui sont ouvertes sur ton ordi? Non. Non, non. J'ai mon PowerPoint et. Là, ça va mieux. Là, ça va mieux? Oui. C'était Attends, pas je vais peut-être à fermer cause tout ça. des doubles? Hop là. Là, c'est mieux. Je peux continuer comme ça vous va? Pour les participants, ça vous va? Oui. Allô? Ouais, je Ouais, suis là. c'est bon. Hop là. Donc, si vous voyez toujours tout, on est reparti.
Donc, je le disais, septum interatrial multiperforé qui shunt de l'oreillette gauche à l'oreillette droite. Et donc, sur cette deuxième boucle, qu'est-ce qu'on voit? Voilà ce qu'on appelle la coupe du triangle, avec l'artère pulmonaire droite, l'artère pulmonaire gauche et le canal artériel. Et on voit que ce canal artériel il est particulièrement véloce. Bon, après, les vitesses sont baissées plutôt, sont réglées plutôt basses, à 0,6 m/s. Mais on voit que ce canal est très aliasé, qu'il a un shunt qui est gauche-droite important. Donc, une fois qu'on a fait ça, quels sont les autres éléments sur l'évaluation de ce canal artériel qui nous permettront de savoir son caractère hémodynamiquement significatif? Donc, on va faire un TM, bien sûr, avec le diamètre diastolique du ventricule gauche que vous voyez là, qui est à 21 mm, ce qui pour un nouveau-né est confortable, mais ce n'est pas dilaté. Pour le reste, le septum en diastole à 4 mm, c'est normal chez un nouveau-né, c'est plus de 5,5-6, et la fraction d'éjection à 71%. Ensuite, ici, on a une mesure de la taille du canal en lui-même, qui est relativement gros, 4,5 mm. Et ce qui va être important, c'est ensuite d'avoir entre autres les vitesses, etc. Mais ça, on va voir après. Alors la question, c'est de savoir est-ce que les symptômes pourraient être en lien avec la cardiopathie de cet enfant, à votre avis? Donc la réponse, c'est oui, dans la mesure où il y a un double shunt, en fait. C'est-à-dire que sur le canal artériel purement, qui normalement, comme vous le savez, c'est un shunt post-tricuspide, donc ça dilate les cavités gauches, on devrait avoir éventuellement, s'il est hémodynamiquement significatif, une dilatation des cavités gauches, ce qui n'est pas le cas ici. Mais à partir du moment où il y a une oreillette droite qui communique avec l'oreillette gauche et que les cavités gauches peuvent se décharger dans les cavités droites, eh bien, on peut avoir un shunt qui a un retentissement sur la clinique, à partir du moment où justement il y a ce double shunt. Donc ça, c'était un élément important. Par contre, sur le plan purement, donc c'est ça, pas de dilatation VG, enfant à terme, et les symptômes, ce que je disais, c'est oui. Le canal artériel, en fait, donc le sens du shunt et le gradient, bien sûr, va nous donner une idée des résistances vasculaires. C'est comme les CIV. La CIV shunt en fonction d'une différence de résistance vasculaire, la CIA d'une différence de compliance des ventricules. Donc en fait, le sens du shunt, s'il est gauche-droite exclusif, bidirectionnel ou droit-gauche, va nous donner une idée des résistances vasculaires. La mesure du diamètre du canal, c'est important. L'endroit, ce qu'on prend comme mesure, généralement, c'est l'endroit le plus petit, bien sûr, c'est pas forcément le plus gros, c'est le plus petit qui nous intéresse. Et généralement, il est à l'extrémité pulmonaire. Et on considère qu'un gros canal, c'est un canal qui fait plus de 5 mm. Le retentissement, c'est la dilatation des cavités gauches, avec notamment le diastolique du ventricule gauche, mais également le ratio OG sur aorte. Et après, on va avoir un élément qui est important, c'est savoir au niveau du retentissement, est-ce que en plus d'engendrer une dilatation des cavités gauches et potentiellement une augmentation du travail cardiaque, est-ce qu'on a un retentissement systémique en termes de bas débit, parce que le canal représente pour l'hémodynamique un vol, on va avoir un vol systémique qui va se faire au niveau de l'artère pulmonaire gauche, on aura ce prolongement diastolique en lien avec ce vol systémique, et dans l'artère mésentérique ou dans l'ordre descendante, on pourra avoir un vol. Et enfin, juste pour parler de calcul de pression pulmonaire, parce qu'on sait que sur la CIV, c'est important de pouvoir mesurer le gradient pour avoir une différence de gradient entre les deux cavités. Cette équation de Bernoulli qu'on utilise sur une CIV, elle n'est pas valable sur un tube. Alors après, un canal artériel qui est très véloce nous donnera quand même des informations sur une différence de résistance vasculaire et potentiellement sur des pressions pulmonaires. Mais en soi, faire une mesure de Doppler continue sur un canal artériel ne nous permettra pas, comme sur la CIV, de soustraire ce gradient aux pressions artérielles systoliques pour en deviner les pressions pulmonaires. Deuxième cas, nouveau-né, 6 heures de vie, appel pour cyanose réfractaire, naissance à terme 39 semaines, absence d'antécédents particuliers. Et la sage-femme a noté qu'il y avait un liquide méconial. C'est une grossesse peu suivie, saturation à 80% en air ambiant sous 100% de FiO2, polypnée franche, tension 60 sur 35 mm de mercure, ce qui n'est pas énorme pour un nouveau-né à terme. Cette première coupe, donc, important part, aorte à gauche, qui est inférieure à droite, et on remarque que cette qui est inférieure, elle est pulsatile, elle est un petit peu dilatée, confortable. Probablement qu'on a des pressions de l'oreillette droite qui sont confortables. Deuxième coupe, celle en droite, en gauche, par ma collègue
docteur Mosseri, elle fait les échographies entre guillemets à l'américaine, enfin en tout cas avec la pointe du cœur en bas, contrairement à ce qu'on fait souvent en France. Donc, ce qu'il faut noter ici, c'est qu'on a un septum interatrial avec une large CIA. En bas à droite, on a une aorte abdominale qui est bien plus facile. Donc ça, c'est quand même à noter. Donc c'est quand même que le débit systémique pour l'instant est encore correct. Et cette CIA, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, cette CIA, on remarque le shunt bidirectionnel. Donc ce shunt bidirectionnel, il nous dit quand même qu'il y a, sachant qu'il est majoritairement donc des cavités qui sont à droite et des cavités qui sont à gauche, ce qui est quand même pas habituel, mais voilà, elle reste bidirectionnelle. Donc c'est important de se dire que là, on a la compliance du ventricule qui est au-dessus de l'oreillette droite, qui est moins bonne que la compliance du ventricule qui est au-dessus de l'oreillette gauche. Donc, avec ce shunt qui est majoritairement oreillette droite vers oreillette gauche. Cette CIA, elle est très large, elle fait 15 mm. Et ensuite, deuxième chose, donc là, on va sur les ventricules et on remarque qu'on a le ventricule à gauche qui est donc à droite sur cette image, le ventricule droit qui est à gauche sur cette image. Et en fait, il y a une CIV entre ces cavités, avec une CIV qui shunte de façon unidirectionnelle et qui va du VD vers le vaisseau qui est au-dessus du VG. Donc ça, c'est intéressant. Et donc là, le diagnostic que vous devriez pouvoir ne trouver, même sans ces deux dernières coupes, même si sur ces dernières coupes, c'est quand même particulièrement intéressant de voir qu'on a deux vaisseaux ici qu'on voit en coupe parallèle, et qu'en parasternal, on voit que le vaisseau qui sort du ventricule, qui a une morphologie gauche. Ouais. Du moment où tu mets les boucles en marche, ça coupe ton sang en fait. Bah, elle se déclenche automatiquement. Hein. Ouais, je pense. Est-ce que tu peux les à chaque fois qu'il y a des boucles quitter le plein écran? Ouais. Parce que là, on n'entendait pas en fait. Faut que je quitte le plein écran à chaque fois. Pour les boucles, oui, est-ce que c'est possible pour toi? Faut que je quitte plein écran et que je revienne à chaque fois. Est-ce que là, Ou c'est mieux comme ça, tu veux dire? Ouais, parce que là, on entend mieux. Et est-ce que tu peux enlever le masqué en bas? Est-ce que tu peux cliquer sur masqué? Comme ça, il y a le truc qui s'en va aussi. Masqué. Ouais, là, c'est Ok. bon. Comme ça, c'est mieux le son? Ouais, Moi, je vois pas les discussions en fait. d'accord. Ah, bah là. Ok. Bah, si je fais ça, on continue ça alors. Après, les images sont moins, c'est moins grand, mais bon, ça va marcher. Ok. Donc, l'idée, ce qu'on voit sur ces images, c'est de dire que effectivement, ce vaisseau qui sort en parasternal grand axe du ventricule qui a une morphologie gauche, et ben, il a l'air de se diviser en deux à la sortie, donc c'est probablement une artère pulmonaire. Donc le diagnostic, c'est transpose CIV-CIA. Et donc l'intérêt de ce diagnostic, c'est quand même de se dire que finalement, qu'il y avait des saturations plutôt basses, hein, à 80%, mais avec une CIA suffisamment large pour que le mixing se fasse. Donc probablement, il n'allait pas se dégrader sur le plan clinique. Voilà. Alors, pour l'échographie, qu'est-ce qu'il faut aller regarder? Bien sûr, la CIA et notamment, ouais, tu vois, la batterie, elle tiendra pas à Moudin, mais la CIA et notamment la restriction du Rashkin, enfin, est-ce qu'il y a nécessité de faire un Rashkin? Donc ça, on va le voir assez facilement avec l'aspect du flux interatrial. Est-ce qu'il est large? Est-ce qu'il fait moins de 5 mm, plus de 5 mm? Est-ce qu'il est aliasé ou pas, etc. La présence d'une CIV, c'est quand même particulièrement intéressant parce que ça participe aussi au mixing. C'est beaucoup moins efficace qu'une CIA. C'est un shunt qui est à haute pression et qui va être généralement unidirectionnel, alors que la CIA va être bidirectionnelle. Et enfin, le canal artériel aussi, qu'il faut évaluer, la taille, etc., et savoir s'il y a besoin de le maintenir ouvert avec de la prostine en fonction de la saturation qu'on a. La taille des anneaux, c'est intéressant. Savoir s'il y a congruence, discongruence entre les anneaux. Est-ce qu'il y a alignement commissural ou pas? Ça, c'est discuté sur la potentielle difficulté que ça peut apporter aux chirurgiens. Et après, pour ceux qui sont particulièrement patients, essayer de vraiment détailler la disposition coronaire, sachant que c'est rare qu'on arrive à voir, notamment quand il y a des boucles. C'est particulièrement difficile à voir à l'échographie. Donc ça, si on arrive à le voir, c'est bien.
En post-switch, donc en post-switch, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on voit au scanner. Et ben souvent, chez les tout petits, on arrive très très bien à le voir, c'est-à-dire la manœuvre de Comte, les artères pulmonaires qui se mettent de part et d'autre du culot aortique. Et ça, souvent, on arrivera très bien à le voir à l'échographie et à mesurer les éventuelles sténoses, qui sont des sténoses un peu de striction, notamment au niveau de l'artère pulmonaire gauche. Et là, on voit qu'on a 2,5 mètres, ce qui est parfaitement acceptable en post-opératoire et qui ne veut pas forcément dire que ça évoluera vers un obstacle supravalvulaire pulmonaire, même si c'est une des principales complications à long terme de la transposition. Ensuite, nouveau-né de 4 semaines, pris en charge dans un hôpital périphérique, arrêt cardiaque récupéré, état de choc, ventilation difficile. Donc là, je vous donne une coupe. Et sur cette coupe, on voit quelque chose. Et on voit quelque chose qui est dans l'oreille gauche. Et c'est un diagnostic qui est relativement rare. Et donc, c'est intéressant de voir déjà quelque chose dans l'oreille gauche qui est particulier. C'est-à-dire qu'on a ici cette espèce un peu de ballon. C'est bien rond. On a l'impression sous tension. Et c'est en dessous d'un ventricule qui est de morphologie gauche, avec un septum qui est bien lisse là. Et donc, on a cette petite membrane. Donc, l'idée, c'est de savoir à quoi ça nous fait penser. Donc ensuite, on continue l'échographie et en fait, on se rend compte que, qu'est-ce qui se passe? On a une courbure septale et un ventricule droit qui sont très évocateurs de pression pulmonaire qui sont élevées. Et en fait, cette association, ça nous fait penser pourquoi est-ce que mes pressions pulmonaires sont élevées chez un nouveau-né, chez un nouveau-né qui a 4 semaines. Et ça peut être toujours la même chose, d'origine précapillaire, capillaire, postcapillaire. Et là, clairement, avec ce qu'on a vu dans l'oreillette gauche, on se tourne plutôt vers quelque chose d'origine cœur gauche. Et donc, on continue notre échographie. Et en cas de cavité, qu'est-ce qu'on voit? On voit un ventricule gauche qui est finalement très peu rempli par rapport à un ventricule droit qui est dilaté et dysfonctionnant. C'est-à-dire qu'on a une HTAP qui est majeure avec un ventricule droit qui est dysfonctionnant. Et cette HTAP, probablement, elle est liée à ce qui se passe ici. Donc, on passe à la boucle d'après avec de la couleur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le remplissage du ventricule gauche se fait par un tout petit pertuis qui se fait à travers cette espèce de membrane. Et donc, c'est là où se situe le problème. Donc, ce problème, on l'évalue avec un Doppler continu qu'on fait sur la tricuspide pour évaluer les pressions pulmonaires. On voit qu'elles sont très élevées, 80 mm de mercure minimum. Donc, ça veut dire qu'elles sont au minimum isosystémiques. Et on voit que sur ce pertuis lui-même, on a 35 mm de mercure de gradient. Ça veut dire qu'au sein même de l'oreillette gauche, on a un gradient qui est très important, qui fait 35 mm de mercure. Donc, tout ça, c'est lié. C'est probablement une cause post-capillaire en lien avec un obstacle à l'intérieur de l'oreillette droite. Et donc là, il y a 2 diagnostics qui peuvent s'envisager. Et ces 2 diagnostics, le plus fréquent, 2 diagnostics sont extrêmement rares plutôt, excusez-moi. Et donc dans ces 2 diagnostics, il y a le cœur triatrial et il y a la membrane sous-mitrale. Et en fait, la différence entre les deux, c'est que la membrane que l'on va observer, si c'est une membrane sous-mitrale, elle se situera toujours au-dessus de l'auricule gauche, alors que dans le cadre du cœur triatrial, la membrane se situera en dessous de l'auricule gauche, et c'est ça qui nous permet de faire la différence anatomique entre ces 2 éléments, sachant que le cœur triatrial, c'est un sort de retour veineux pulmonaire, je schématise, mais c'est un sort de retour veineux pulmonaire anormal raté, entre guillemets, et donc on a ces 4 veines pulmonaires qui s'ouvrent dans le cœur gauche via un tout petit pertuis. Ensuite, un nouveau petit de 5 semaines. Consultation répétée pour inquiétude maternelle et respiration rapide. Vient directement aux urgences. Il présente une polypnée décrite comme majeure, une hépatomégalie majeure, un retard de croissance important et une saturation à 75%. Et donc là, on fait son échographie. Et qu'est-ce qu'on voit? Je pense que vous êtes tous capables de me le dire là. Ah, je vais y arriver. Toujours la même chose, un ventricule droit très dilaté, ici également, avec une courbure septale qu'on voit aplatie, particulièrement en systole. On voit que le ventricule gauche s'écrase complètement
Et en diastole, effectivement, on a aussi une réceptacle qui est relativement aplatie, mais c'est surtout en systole où on voit vraiment qu'on a des pressions dans le ventricule droit, des PVD systoliques qui sont strictement suprasystémiques. Donc, là, c'est la même chose en parasternal. Donc, on voit vraiment que notre ventricule droit prend toute la place. Il est très musclé et il a tendance à écraser le ventricule gauche. Donc, qu'est-ce que je fais? J'évalue ma voie pulmonaire parce qu'une des causes de tension ventriculaire, c'est les obstacles pulmonaires. Je me prends ma valve pulmonaire et j'ai pas de souci. Le sang passe à l'intérieur de cette valve sans accélération. Donc, encore une fois, il faut que je me pose la question de où se situe le problème. Alors, ces pressions pulmonaires, je peux toujours les évaluer sur l'IT. Donc là, l'IT me dit que j'ai des pressions à 73 mm de mercure. Donc voilà. Alors, dans l'idée d'évaluer d'où ça vient, je vais évaluer si l'origine postcapillaire ne pourrait pas venir d'un obstacle au niveau de la voie d'éjection gauche, vu qu'au niveau droit, c'est normal. Et donc, je regarde cette cross-ortique. Cette cross-ortique, elle me semble homogène. J'ai un isthme qui est bien libre à 4,5 mm. Donc, ça, c'est pas un souci. J'enchaîne. Hop là. En cas de cavité, on est d'accord que c'est toujours la même chose. Ce VD, il est gros, dysfonctionnant. Et pareil ici. Alors, je continue. C'est chiant. Pareil, j'ai mon IT. Et ici, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que j'ai un shunt interatrial et que ce shunt interatrial, il est droit-gauche, en fait. Il est bleu. Putain. J'ai trop le seum. Il est droit-gauche, juste en bas, on voit. Et surtout sur cette coupe-là, on voit que ce shunt interatrial, qui est une CIA plutôt basse, il est droit-gauche. Donc, Oscar, on n'entend plus rien. Allô? Oscar? Oscar, on n'entend plus rien. Oscar, il n'y a toujours pas le son, hein. Est-ce que tu peux arrêter la boucle pour voir, s'il te plaît? On n'entend rien. Donc, Oscar, il me dit que son ordi s'est éteint. Donc, il vient de m'envoyer un message. Où est Oscar? D'accord. D'accord, ça marche. À de suite. Donc, c'est des problèmes techniques. Je pense il me dit son ordi il s'est éteint, donc il se connecte avec un autre ordi. Il n'avait pas son chargeur. Donc, il arrive.
Ouais, Oscar. Allô? Oscar? Tu m'entends ou pas? Oscar, est-ce que tu m'entends? Oui, Ouais, c'est bon, tu m'entends? là, on t'entend très très bien. Est-ce que Ok. toi, tu m'entends ou pas? Ouais, Ouais, je parfait. t'entends pas sur l'ordi, mais je t'entends au téléphone là. Le son de l'ordi. Mais moi, je t'entends très bien en tout cas. D'accord, ok. Bon, tu peux commencer. Bon, je continue. Donc, excusez-moi pour le problème technique. Donc, on a dit les pressions capillaires pulmonaires qui sont très élevées sur donc, une cause post-capillaire. Hop là. Et qu'est-ce que c'est que cette cause post-capillaire? Eh ben, c'est comme je vous disais, à partir du moment où il n'y a pas d'anomalie, comme on a vu, de cœur triatrial, il faut que je cherche quelque chose. Il faut que je cherche où les veines pulmonaires se connectent, sachant que quand je regarde ici, ben en fait, à l'arrière de l'oreillette gauche, je vois ici une structure là qui est un échogène et qui est probablement mon collecteur. Il faut que je sache où est-ce qu'il se connecte. Il se connecte à la veine sup ou à la veine cave inf, est-ce que c'est supradiaphragmatique ou infradiaphragmatique. Et donc, quand je vais sur ma veine cave, qu'est-ce que je retrouve? Eh ben, je retrouve ce collecteur qui vient par ici, par ce petit pertuis, se connecter dans la veine cave avec un flux qui est comme un flux de canal artériel finalement, parce qu'on passe d'une structure où les pressions sont élevées à une structure où les pressions sont basses, une structure et donc, en fait, quel est le gradient sur cette structure? Eh ben, on peut le mesurer, c'est 2,50 m. Donc après, la question, c'est à combien sont estimées les pressions capillaires pulmonaires, c'est-à-dire les pressions au niveau de ces veines pulmonaires. Et ben, en fait, on va faire le gradient entre une structure qui est la veine cave, qui est ici quand même particulièrement dilatée, donc on va pouvoir mettre par exemple 15 mm de mercure dans la veine cave, et y rajouter les 25 mm de mercure qu'on a ici, le gradient max. Et donc, on va se retrouver potentiellement avec 50 mm de mercure dans les veines pulmonaires, entre 40 et 50. Voilà. Le cas d'après, nouveau-né de 15 jours, adressé par le pédiatre pour souffle et discrète polypnée superficielle. Donc, il y a deux choses à voir sur cette coupe. La première évidente que vous voyez tous, c'est le septum interatrial qui n'est pas continu, donc il y a une CIA. Et la deuxième chose à voir, c'est que ce ventricule, au-dessus de cette oreillette gauche, il est un petit peu laborieux, c'est-à-dire qu'il ne se contracte pas très bien. Il n'est pas particulièrement hypertrophique, mais il se contracte mal. Et donc la réponse, elle se situe bien sûr au niveau de la crosse, avec cette crosse qui, comme vous voyez, est globalement harmonieuse. Mais au niveau de l'isthme, ici, on voit un rétrécissement un petit peu contourné et un flux en Doppler couleur qui est vraiment symptomatique du fait qu'il y a une coarctation et qui vraiment nous signe le prolongement diastolique. On n'a même pas besoin de mettre un Doppler sur cette image pour savoir qu'on aura un prolongement diastolique. C'est le fait que ce flux, il est continu en fait. Il n'est pas uniquement systolique, il est vraiment systolo-diastolique. Et c'est vraiment les deux éléments qu'on va regarder par la suite. Ça va être effectivement le flux de coarctation, comme on a ici, là, un flux qui est à quasiment 3,70 m, 4 mètres, avec le prolongement diastolique vraiment significatif que vous voyez ici. Hein. C'est le fait qu'en fin de diastole, que le flux systolique ici se prolonge jusqu'en fin de diastole. D'accord. Et la deuxième chose à voir, bien sûr ici, la chose à voir, c'est que le canal artériel n'est plus ouvert, où il reste quelques flamèches éventuellement, mais il est vraiment en train de se fermer. Et la deuxième chose à voir, pour savoir vraiment que cette coarctation elle est serrée, c'est que quand on met le flux dans l'aorte abdominale, et ben on a presque l'impression que c'est un flux veineux, tellement il est plus pulsatile. C'est un flux qui est un petit peu continu, qui est toujours inférieur à 40 cm/s, et donc qui signe vraiment le fait que l'aorte abdominale n'est plus perfusée. Et donc là, la prise en charge, on est sur des questions un petit peu bateau, mais l'idée, c'est de vous montrer vraiment en pratique des boucles sympathiques de ces cardiopathies. Bah, la prise en charge, bien sûr, il a 15 jours. Le canal artériel peut s'être fermé depuis 48 heures comme depuis 2 semaines. Et probablement que si on met de la prostine, eh ben, ce canal se réouvrira. D'accord. Et on peut continuer à mettre de la prostine jusqu'à assez tard, hein, même au-delà d'un mois de vie, on peut essayer. Ça ne coûte rien d'essayer, en tout cas chez un enfant qui va très mal. Lui, on est encore à des symptômes assez discrets de coarctation, donc on met la prostine. Et on voit qu'après la prostine, bah, finalement tout va mieux.
et que ce ventricule gauche, qui avait tendance à se contracter un petit peu de façon un peu molle, eh ben, il se contracte beaucoup mieux, et surtout que notre flux dans l'aorte abdominale, il redevient systolo-diastolique avec des Vmax qui seront autour de 40 cm/s. La prostine en soi ne va pas réouvrir complètement l'isthme. L'isthme reste hypoplasique chez ces enfants-là. Hein. Enfin, sur ces coarctations, il y a du tissu malade. Hein. Seulement, le canal va permettre d'améliorer la perfusion de l'aorte descendante. Donc, c'est pour ça qu'on le réouvre. Voilà. Cas suivant, toujours la même chose. Donc, Léana, 2 mois, adressée pour souffle et difficultés alimentaires. Donc, sur cette coupe-là, le problème, on le voit tous. Donc, c'est une CIV. Cette CIV, elle est associée avec le fait que la valve aortique qui est ici, eh ben, on voit qu'il y a un certain alignement entre la valve aortique et le septum interventriculaire. Cette CIV, elle est proche de la valve aortique. Ce n'est pas une CIV musculaire, ce n'est pas une CIV d'admission, c'est vraiment une CIV centrale, probablement périmembraneuse. Donc, on peut la mesurer en 2D, on peut la mesurer en couleur, mais si vous voulez la mesurer en couleur, il faut toujours que vos couleurs elles soient bien réglées, puisque là, par exemple, à 60 cm/s, bah, ça a tendance à baver des deux côtés, c'est tout aliasé, donc vraiment privilégier une mesure 2D pour avoir la mesure absolue, sachant que, bon, en soi, le nombre de millimètres ne vous intéresse pas, c'est plus le retentissement sur l'enfant, et là, on voit qu'on a quand même un enfant qui a des difficultés, qui est symptomatique. Donc, dans l'évaluation de la CIV, ce qui nous intéresse pour savoir si c'est une 2A, une 2B, une 1, etc., et ben, c'est de savoir si les cavités gauches sont dilatées. Et là, on voit qu'on a un certain déséquilibre entre les cavités gauches et les cavités droites, avec des cavités gauches qui sont dilatées, un VG, et une oreillette gauche qui sont dilatées. C'est un shunt qui est post-tricuspide, donc dilate les cavités gauches. Quel est le gradient sur cette CIV? Donc là, on est gentil, on nous donne la tension artérielle au brassard concomitante exactement de votre échographie. Nous avons des tensions artérielles systoliques à 86, nous avons un gradient de 3 mètres. Et nous avons ici, vous voyez, une artère pulmonaire qui est dilatée par rapport à l'aorte qui est à côté. Donc, on a tous les éléments pour nous donner un joli diagnostic. Cette CIV, effectivement, elle se situe autour de 10-11 heures. CIV périmembraneuse, si elle était plus proche de la voie d'éjection, on parlerait de CIV conale, conotroncale, sachant que ça rentre vraiment dans les CIV de la voie d'éjection par rapport au CIV musculaire ou au CIV d'admission. D'accord. Et la particularité qu'il faut préciser aussi, et c'est important, c'est qu'à partir du moment où je n'ai pas de mal-alignement, cette CIV, elle peut être large, mais elle a un potentiel de fermeture. D'accord. S'il y a un mal-alignement, c'est-à-dire si, notamment dans la coupe sous-costale, je vois que mon aorte elle est un peu à cheval sur cette CIV, même un tout petit peu, sans parler de tétralogie de Fallot, eh ben, on n'aura pas de potentiel de fermeture de cette CIV. Dans la majorité des cas, dans tous les cas, il faudra la fermer chirurgicalement. Alors que sur les petites CIV périmembraneuses, ou parfois ces CIV un peu plus larges, eh ben, un anévrisme peut se développer, un anévrisme du septum au dépend de la valve tricuspide, et peut venir boucher ce trou progressivement. Ça peut mettre du temps, mais il y a quand même un potentiel de fermeture. Et il ne faut pas forcément être pessimiste avec les parents après la naissance, même si elle est grosse, parce qu'il y a quand même un potentiel de fermeture. Donc, oui, ce que je voulais voir là, donc quand on disait difficulté pondérale, c'est quand même des grosses difficultés pondérales, puisque 2,5 kg à la naissance et à 40 jours, 2,6 kg. Donc, pour ceux qui ne sont pas pédiatres, un enfant, pendant les 30 premiers jours pendant les premiers mois de vie, on considère qu'il doit prendre entre 20 et 40 grammes par jour. On voit qu'il a pris 150 grammes en 40 jours. Donc, clairement, on est loin du compte. Ici, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le diamètre diastolique du ventricule gauche. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'au-delà de 20 mm, on peut considérer que c'est dilaté. Là, on est à 25 mm à 1 mois et demi de vie, donc c'est relativement beaucoup. Voilà, le septum, lui, est mesuré ici à 5 mm et l'AFE est normal à 77%. C'est rare qu'on ait une dysfonction VG sur une CIV. Hein. Même si le VG est dilaté, on aura toujours une fraction d'éjection qui sera correcte. Donc le diagnostic, si on conclut, on se souvient de notre gradient, juste, je vous le remets sous les yeux. On a un gradient de 35 par rapport à des pressions artérielles systoliques de 86. Donc, on a des pressions dans le ventricule droit en systole sans obstacle sur la valve pulmonaire qui sont à 85 moins 35, en gros, qui sont à 50.
Donc, on parlera de CIV 2B, dont la prise en charge est assez simple, à savoir la mise en place d'un traitement médical initialement. On est encore à 40 jours de vie, donc un mois et demi. On peut penser qu'une partie des résistances vasculaires pulmonaires néonatales n'ont pas encore complètement diminué, mais le fait qu'on ait cette grosse artère pulmonaire et qu'on ait des pressions pulmonaires élevées, ça veut dire que le trou, il est gros, ça veut dire que le trou, probablement, on sera amené à le fermer si ça reste comme ça. D'accord. Si progressivement les vitesses sur cette CIV, elles augmentent, eh ben, on pourra peut-être envisager d'attendre un peu, mais si elle reste élevée comme ça, eh bien, il faudra envisager de la fermer généralement à partir de 3 mois. Sachant que dans la prise en charge, c'est toujours la même chose. Prise en charge nutritionnelle chez le nouveau-né, c'est très important. Alimentation enrichie, fractionnée, etc. Le Lasilix, éventuellement les IEC, éventuellement, si vraiment il est symptomatique, de mettre en place une PEP au cours d'une hospitalisation, parce que souvent, c'est des enfants qui vont décompenser assez facilement au cours d'une virose. Comment sont les PVD? On a dit les PVD sont élevés. Comment calcule-t-on le QPQS en échographie? Ça, que ce soit les adultes ou les cardiopédiatres, vous savez très bien ce que c'est qu'un débit pulmonaire ou un débit aortique. On mesure le diamètre de l'anneau pulmonaire, le diamètre de l'anneau aortique. On fait unité V sous pulmonaire, unité V sous aortique. Et en fait, c'est un ratio entre les deux avec la fréquence cardiaque qui nous donnera ce ratio de débit. Alors, est-ce que c'est valide chez les enfants? Bon, ça, on vous l'a déjà répété. Non, c'est pas valide, mais en fait, enfin, ça nous donne une idée qui peut accompagner notre évaluation clinique, mais il faut juste se dire que sur un anneau pulmonaire ou un anneau aortique d'enfant, eh ben, en fait, on va se tromper en pourcentage, d'autant plus que chez l'adulte. Chez l'adulte, on a un anneau à 25 mm. Si on se trompe d'un millimètre, ce n'est pas grave. Chez l'enfant, si on a un anneau à 8 mm et qu'on se trompe d'un millimètre, eh ben, l'évaluation de notre débit systémique ou de notre débit pulmonaire, il sera d'autant plus artefacté, enfin, il sera d'autant plus biaisé, entre guillemets, et donc cette évaluation, elle peut être très variable d'un opérateur à un autre. Il faut juste que ça supporte surtout notre évaluation clinique et l'évaluation échographique qu'on a détaillée. Brian, 1 mois, saturation 92%, bonne prise pondérale, souffle systolique 3 sur 6. Et là, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Cette CIV, elle est où? Elle est assez haute ici. Donc, on est parasternal grand axe, oreillette gauche, ventricule gauche, aorte, ventricule droit. Ben là, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir que déjà ici, on a un ventricule droit qui est quand même hypertrophié, avec une paroi qui est épaisse. Ici, une valve aortique qui est à cheval sur la CIV. Donc ça, on sait que cette CIV ici-là, qui est une CIV de la voie d'éjection conale, elle ne se fermera pas toute seule. D'accord. Donc là, déjà, on a pas mal d'informations. Est-ce que c'est une tétralogie de Fallot? Pour que ce soit une tétralogie de Fallot, il faut qu'on évalue la voie pulmonaire. Une crosse aortique avec en dessous de la crosse aortique, sur cette coupe, l'artère pulmonaire, enfin une des artères pulmonaires, et qu'on voit qu'il nous semble être de petite taille. On passe à la coupe d'après, et là, on voit la voie pulmonaire qui est toute petite, toute un petit peu irrégulière, avec un flux qui va être aliasé, et vraiment, on voit qu'en proportion par rapport à la taille de l'aorte, qui est souvent un petit peu d'aspect un peu gros, mais la différence est encore plus significative dans le Fallot avec hypoplasie de la voie pulmonaire. On voit que cette voie pulmonaire, elle est vraiment petite. On a limite l'impression d'avoir du mal à voir ces artères pulmonaires perfusées. Donc le diagnostic, comme vous en doutez, c'est la tétralogie de Fallot. Qu'est-ce qui vous manque pour préciser votre diagnostic? Eh ben, c'est de savoir si on est dans une tétralogie de Fallot dite régulière ou irrégulière. Et donc pour ça, il faut quoi? Évaluer ces artères pulmonaires en détail, voir si on n'a pas une sténose étagée au niveau notamment des branches pulmonaires. La deuxième chose, c'est évaluer le septum interventriculaire de façon un peu étendue pour voir s'il n'y a pas des CIV additionnels. Et la troisième chose, c'est d'évaluer la disposition coronaire, qui est particulièrement intéressante à évaluer dans la tétralogie de Fallot, surtout si vous aimez bien faire de la coronaire à l'échographie, parce qu'on peut arriver à avoir une éventuelle boucle antérieure, notamment qui poserait problème au cours de la réparation et qui nécessiterait de faire un coroscanner au moindre doute, de façon à vérifier qu'elle n'y est pas. En pratique, ça dépend des centres, mais nous, par exemple, même quand on a même quand on est quasiment sûr de la disposition coronaire, on fait souvent ce scanner pour être vraiment sûr, parce que pour le chirurgien, c'est quand même beaucoup plus confortable d'être sûr à 100% que sa chirurgie ne sera pas plus complexe qu'une chirurgie de tétralogie de Fallot simple.
Voilà, et là, sur la voie pulmonaire, on voit qu'on peut avoir jusqu'à 5-6 mètres. Alors, sur le plan des malaises, on est d'accord que quand on a cette voie pulmonaire-là, la saturation de l'enfant et les malaises, on peut penser assez facilement qu'il est à risque d'en faire quand on voit cette toute petite artère pulmonaire. Mais il faut se dire que les malaises, ils dépendent aussi vraiment du septum conal et de la position de ce septum conal et de sa potentielle hypertrophie. Et parfois, à la naissance, on peut avoir un très bel arbre pulmonaire et un septum conal qui peut amener à faire des malaises parce qu'il est particulièrement hypertrophique, qu'il est particulièrement dans l'infundibulum et qu'il peut être réactif. Et ce n'est pas parce qu'on a une saturation normale au repos chez ces enfants qui ont une tétralogie de Fallot qu'on aura forcément un enfant qui ne fera pas de malaise. D'accord ? Donc ça, c'est important. Sachant qu'encore une fois, à partir du moment où il faut un malaise, c'est une tétralogie de Fallot qu'il faut potentiellement corriger parce que on sait que, enfin, voilà, on sait que les chirurgiens maintenant, à partir de 3 mois, peuvent corriger de façon, font des très belles réparations de tétralogie de Fallot. Donc, au premier malaise, on met les bêta-bloquants et on contacte le chirurgien. La boucle d'après, donc là, c'est SY, on l'appellera, diagnostic anténatal de cardiopathie. Et là, il est né, hein, c'est plus dans le ventre de la maman. Donc, qu'est-ce que l'on voit sur cette coupe ? Donc, cette coupe, encore une fois, on est un petit peu dévarié si on n'a pas l'habitude, hein, mais donc les cavités qui sont ici sont les cavités gauches. Là, on voit d'ailleurs juste en dessous l'auricule. Les cavités droites sont à gauche de l'image. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le septum interatrial avec un trou qui se situe dans sa portion sous valve AV. Et ça, c'est donc une CIA ostium primum qui est quand même particulièrement large. Là, on a l'impression de voir un petit déséquilibre de taille sur les ventricules avec un ventricule droit qui est un peu plus gros que le ventricule gauche. Et on a cette valve AV qui nous semble être unique, mais sans, à cet endroit-là, une CIV particulièrement large. On continue notre échographie. Là, on voit un petit peu plus. Encore une fois, on a des cordages qui s'attachent un petit peu autour du septum et on ne voit pas particulièrement de CIV large. Donc, on est probablement sur un CAV partiel ou intermédiaire. On n'est pas sur un CAV complet. C'est le plus probable. Après, il faut qu'on continue notre échographie. Là, on voit un rapport VDVG avec des pressions pulmonaires qui sont probablement un peu augmentées, effectivement, avec un septum qui est quand même bien aplati. Après, on voit que finalement, ce ventricule gauche, il n'est pas si petit que ça. Il est plutôt une belle forme, mais un petit peu aplati de l'hémodynamique postnatale. Mais bon, voilà, on continue. Qu'est-ce qui nous intéresse ? À partir du moment où on envisageait le fait que les cavités gauches étaient un peu petites, eh ben, il faut qu'on voit s'il n'y a pas d'obstacle sur la voie gauche. Et donc, on fait cette crosse aortique. Et cette crosse aortique, finalement, on voit éventuellement un petit, on va appeler ça un petit pincement aortique, mais sans que ce soit vraiment une coarctation, sachant que le canal artériel sur cette coupe, on ne peut pas en être sûr, mais il semble fermé. Mais cette crosse, on voit qu'il y a une petite encoche, on va appeler ça ismique, avec un flux au Doppler continu qui finalement n'est pas pour nous inquiéter plus que ça, avec 1,6 m par seconde, sans aucun prolongement diastolique significatif. Voilà, il y a un petit flux diastolique, mais qui n'est pas particulièrement inquiétant. On continue. Et donc, qu'est-ce qui nous intéresse sur le AV de CAV ? Ça, vous l'avez vu hier avec le docteur Guillaumont, c'est comment est-ce qu'elle fonctionne, où est-ce qu'elle s'accroche et quelle est sa fonction. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a ici un petit flux de CIV qui nous confirme vraiment qu'on est sur un CAV qui aurait pu devenir partiel si la grossesse avait duré un peu plus longtemps avec cette CIV qui aurait pu éventuellement se fermer. Mais on voit qu'elle est toute petite. Et ici, un flux de fuite de la valve AV qui est précisément plus localisé au niveau de la fuite de la valve AV gauche et qui est plutôt proche du septum. Donc on se doute que cette fuite, elle se fait probablement au niveau de la fente de la valve AV gauche qu'on retrouve dans les CAV. Cette fameuse fente mitrale ou fente de la valve AV gauche plutôt. Parce qu'on parle toujours de valve AV droite, valve AV gauche. Alors, ensuite, ce qu'on voulait vous montrer sur cette coupe, c'était un peu les attaches
de ces valves, en fait. Donc, on est d'accord que dans le CAV, ce qui vous intéresse, c'est de savoir où est-ce qu'elle s'attache. Est-ce qu'elle s'attache que sur les piliers? Est-ce qu'il y a une portion de cette valve qui s'attache sur le septum? Est-ce que ça s'attache de part et d'autre du septum ou juste sur la crête? Voilà, donc là, on voit qu'il y a des piliers au niveau de la valve AV gauche, qu'il y a des piliers au niveau de la valve AV droite, mais on a quand même l'impression de voir des petits cordages qui vont venir s'accrocher, notamment au niveau de la valve antérieure, donc plus proche de la voie de sortie aortique. Là, on passe en 5 cavités et là, on voit, hop, là, il y a des petits cordages qui viennent un peu de la valve AV gauche et qui vont s'accrocher de l'autre côté. Et donc ça, c'est super important, parce que, enfin, c'est important en tout cas, parce que ça joue un rôle, entre autres, dans la réparation, de le préciser aux chirurgiens, donc c'est quand même important. Sur les CAV, ma collègue faisait un petit rappel. Vous avez eu le cours hier, donc on va passer. Sachant que là, étant donné qu'on a des petites attaches sur le muscle papillaire du ventricule droit, avec notamment un passage des composants de la valve AV gauche de l'autre côté, on se situerait plus dans une forme de type B. La forme C, c'est la forme du trisomique avec aucune attache et des attaches sur les piliers. Voilà, mais ça, je passe. Elle vous a fait le cours que moi, je ne vous ferai pas aujourd'hui puisqu'on n'a pas le temps. Julie, 3 mois, correction de CAV, donc c'est pas 3 mois d'ailleurs, hein, enfin si c'est 3 mois, c'est en post-opératoire en fait d'une correction, c'était en 2011 cette petite, et elle a une correction précoce à 2 mois et demi, hein. Il faut se dire qu'un CAV complet qui est corrigé à 2 mois et demi, c'est quand même particulièrement tôt. Et en fait, on fait une échographie à 15 jours chez une enfant qui garde des difficultés pondérales, parce que si on l'a opérée aussitôt, c'est probablement qu'elle en avait déjà, et une prise de poids qui est médiocre. Et donc, on fait cette échographie, sachant qu'on l'a bien sûr auscultée avant et qu'on entend un énorme souffle. Et en fait, on est sur une équivalente petit axe, et en fait, on a donc ici l'oreillette gauche, ici le ventricule droit, l'artère pulmonaire, bien sûr. Et en fait, on voit ici qu'il reste vraiment un défect au niveau interventriculaire. On a l'impression que c'est une espèce de CIV qui s'étendrait peut-être un petit peu vers la voie d'éjection, mais qui, étant donné que c'est un CAV, reste quand même une CIV d'admission qui est proche de la valve tricuspide. Et donc cette CIV, elle shunte très largement gauche-droit, et on comprend que cet enfant a encore du mal à grossir. Donc là, on la voit sous une autre forme, avec ici le défect qui est ici, qui est évident. Et donc on se dit que le chirurgien, finalement, quand il a essayé de faire sa chirurgie de CAV complet, son patch, il n'a pas été parfaitement accroché, ou en tout cas pas de façon suffisamment complète pour que le shunt interventriculaire soit complètement occlus. Et donc voilà, il faut se dire que le post-opératoire de CAV, on peut avoir énormément de différentes choses. D'ailleurs, il y a 1 ou 2 cas après que vous allez voir. C'est intéressant de voir ce qui peut se passer. Donc, eh bien, c'est la même patiente, d'ailleurs, nouvelle chirurgie, fermeture de la CIV, et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, on la suit régulièrement, et à 1 an de cette chirurgie, on a un souffle systolique qui est quand même de 4 sur 6, et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de nouveau ce patch de CIV qui n'est pas suffisant ou pas? Donc, sur cette parasternale long axe, il y a 2 choses à voir. La première, c'est ce qui se passe ici. En fait, la valve aortique, elle est là. On voit qu'en fait, on a un chenal sous-aortique qui est particulièrement obstrué, avec une membrane ici, là, on voit très très bien, qui est quasiment obstructive. Hein. Et aussi le fait que cette valve AV gauche réparée, en fait, elle vient participer à l'obstruction du chenal sous-aortique avec la membrane sous-aortique. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là et qu'on a bien envie de mettre de la couleur, parce qu'on se dit qu'il doit probablement y avoir un petit problème, étant donné qu'on a une dynamique de ces feuillets avec cette espèce de feuillet qui semble un peu prolabé. Et donc, on se dit qu'il y a probablement une fuite associée. Et donc, ici, juste de voir ça, parce qu'on finit ce cas-là, et malheureusement, après, avec mes problèmes techniques, je n'aurai pas eu le temps de vous faire tous les cas que je voulais vous faire. Mais là, on voit la voie sous-aortique est complètement aliasée, et on a cette espèce d'énorme fuite sur prolapsus de la valve AV. Donc, probablement, dans notre réparation, il y a peut-être 1 ou 2 points qui ont lâché, et surtout, la réparation qu'on en a faite, elle a généré 2 problèmes.
alors qu'on n'en avait qu'un seul initialement, c'était cette CIV résiduelle, et ben on se retrouve avec un obstacle de la voie sous-aortique et une fuite de la valve AV gauche qui est particulièrement importante, comme vous allez le voir sur cette coupe d'écho-là, où on a une dilatation du ventricule gauche, une dilatation de l'oreillette gauche, et cette valve qui est liée à un capotage de cette réparation, avec ici la voie sous-aortique qui est complètement obstruée. Donc c'est pour dire que finalement, réparer un CAV, ça peut amener à d'autres problématiques que celles qu'on avait initialement. Donc on a ici un ventricule gauche qui est à 43 mm, donc ça c'est énorme, avec une FE qui est conservée, mais une fuite de la valve AV qui est significative et un obstacle sur la voie sous-aortique qui est d'indication chirurgicale avec un gradient moyen à 55 mm de mercure. Donc en fait, on avait un CAV complet, une CIV résiduelle. On a fermé cette CIV résiduelle. Qu'est-ce qu'on a créé? On a créé un obstacle sous-aortique ainsi qu'une fuite de la valve AV. Donc en fait, on enchaîne les problèmes au niveau du cœur gauche, ce qui est quand même particulièrement grave. Et en fait, les complications classiques du CAV, elles sont liées à la conformation particulière, comme vous avez dû le voir, en col de cygne, qui fait que quand on va aller toucher cette valve AV, et ben le risque, c'est qu'en fait, cette portion qui est ce tunnel sous-aortique, et ben à tout moment, en essayant de modifier la conformation, en fermant la CIV, etc., et ben on peut se retrouver avec un obstacle sous-aortique beaucoup plus facilement que chez quelqu'un d'autre. Après, bien sûr, il y a les problématiques de fuite de valve AV, comme on a montré. Également le BAV, parce que c'est là où passent les voies de conduction, donc la réparation peut générer un BAV, donc les sténos sous-aortiques on en a parlé, et l'HTAP en l'absence d'intervention, donc ça c'est le Leisemenger chez le grand qu'on n'a pas opéré. Donc les principales complications du CAV. Et donc on me dit que je dois terminer là, après je vous enverrai éventuellement un diapo avec des boucles que je peux vous transmettre, parce que ma collègue ne voulait pas vous transmettre celle-ci, mais je vous transmettrai quelques boucles en plus des cas qui arrivent après pour que vous puissiez avoir un cours un peu plus complet. Et je m'excuse encore du problème de connexion. Merci Oscar. Je le mettrai sur, je pense que je pourrais vous le transmettre via un drive et tout. Ouais. De toute façon, on va partager après tous les cours sur OneDrive et tous les participants. C'est bon, Amouda? Oui, c'est bon. Donc, il y a Mathias qui est connecté. Mathias, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Voilà, bon. C'est bon? Bon. Oscar, merci beaucoup. Bah de rien, hein, je suis désolé encore. Hein, c'était un petit peu laborieux, mais je vous transmettrai un PowerPoint un peu plus complet avec quelque chose d'un peu sympa, des boucles que je vais vous trouver sur des cas intéressants. D'accord. Je vois que Laurence a activé son micro. Laurence, est-ce que vous voulez... Oui, j'avais juste une petite question sur la boucle écho en parasternal grand axe, la première où il y a la CIV membraneuse. Est-ce qu'on peut quand même douter entre une CIV conale et périmembraneuse sur cette coupe? Parce qu'elle était vraiment, elle avait l'air sous l'aorte. Elle est sous l'aorte. Après, la CIV, c'est une évaluation entre guillemets avec toutes les coupes qui nous permettront éventuellement de préciser sa localisation. Hein. Et surtout savoir, en fait, une CIV périmembraneuse peut très bien s'étendre. En fait, à partir du moment où il y a une CIV conale, la portion périmembraneuse, elle est entre guillemets ouverte aussi. C'est juste que la CIV, le septum interventriculaire finit sa croissance au niveau de cette portion périmembraneuse. Et donc, finalement, la CIV la plus petite qu'on va avoir, c'est la CIV périmembraneuse. Et ensuite, dans votre évaluation échographique, c'est notamment la coupe petit axe qui va vous permettre de voir jusqu'où ça s'étend et si ça s'étend vraiment vers la portion conale et comment se situe mon septum conal et quel est son aspect. C'est plus ça qui va vous permettre de préciser la position. Après, en soi, le fait que ça soit juste sous l'aorte, ça peut quand même être une périmembraneuse. Hein, même si on a l'impression que c'est très proche de la valve aortique, ça peut être périmembraneux. Sur la parasternale grand axe, je parle, hein, juste. Oui. Si on prend que cette coupe-là. Ok, merci. Merci Oscar. De rien. Mathias? Ouais. Voilà, tu peux à la main sur le partage d'écran. Ouais. Tu peux partager ton... J'ai reçu un mail là il n'y a pas longtemps qui